Bonjour, bonnes gens. Alors, après m'être échauffé sur les chiffres du Covid et sur ces dernières interventions, j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'analyser les statistiques officielles du Covid en essayant de vous démontrer la supercherie. Il n'y a pas une supercherie, il y en a plusieurs en fait. Et il faut quand même noter que vous avez euh, aux États-Unis actuellement, notamment, une campagne électorale qui est extrêmement affûtée. Et vous avez un personnage qu'on peut apprécier ou pas personnellement. Moi, je ne suis pas un fan de Donald Trump et de sa personnalité, hein. Si vous voulez mon opinion, c'est quand même quand il a été élu au départ, je me suis dit, voilà, quelle perte après un Barack Obama, euh, ne serait-ce que le niveau. Et puis, mais finalement, j'ai un peu ravisé ma question parce que Trump, en fait, s'oppose à ce qu'on appelle le Deep State aux États-Unis. Collusion, en fait, en gros, aux États-Unis, vous avez à Washington un- une jante qui est un peu équivalente à notre intelligentsia euh, parisienne, c'est-à-dire des gens qui fréquentent des hautes écoles comme Harvard et Yale et qui se côtoient, qui se connaissent depuis les études, les universités, qui, pour certains, font carrière ou une partie de leur carrière dans des services comme la CIA ou la NSA. Moi, la NSA, ils sont plus discrets, mais la CIA notamment. Pour d'autres, font carrière politique. Et ils se connaissent très très bien. Et il y a en fait, en gros, j'ai un livre de Monsieur Tim Werner sur l'histoire de la CIA. Et c'est très simple. À Washington, tout le monde connaît tout le monde, et s'il y a un secret d'État qui perce, eh ben, c'est un secret de polichinelle. Et Trump n'appartient pas à ce milieu-là, il est un hors-sol. Et ma supposition personnelle, suite à l'affaire Epstein qui a éclaté, là récemment on a arrêté Ghislaine Maxwell, l'ancienne compagne de Epstein, et qui rabattait les jeunes filles pour Epstein. Et on sait qu'Epstein avait dans sa clientèle, on va dire ça comme ça, le prince Harry de l'Angleterre, il y avait des personnages très éminents, dont Bill Clinton, qui a plusieurs fois voyagé dans son Lolita Express, c'était le jet privé d'Epstein, notamment pour aller se rendre à son île privée dans les îles Vierges. C'est un comble de d'appeler ça les îles Vierges, enfin, ça vient de la reine vierge Elisabeth. Donc, mais bon, pour voir que cette île, c'était plutôt l'île de la défloraison. Et voilà, en imaginant toutes les horreurs qui ont pu s'y passer. Et moi, j'ai ma propre hypothèse, je ne sais pas si elle est vraie, vous pourrez m'en dire ce que vous en pensez, mais ma propre hypothèse, c'est que Trump, il a une très très belle fille, Ivanka, hein. Et il y a quelques années, elle était très jeune, et elle a dû, à mon avis, plaire beaucoup à Jeffrey Epstein, sachant que c'était un vrai prédateur sexuel. Et ils sont voisins, ils ont en Floride un- des domaines qui sont presque voisins. Et ils fréquentaient le même club de golf. Or, il y a eu un jour où Trump, dans les années 2003-2004, quelque chose comme ça, Trump a fait en sorte de virer Epstein du club de golf. Et ma supposition, c'est que Epstein a dû se rapprocher trop près de sa fille. Et j'en viens même à penser, alors,
peut-être que là, j'extrapole de trop, mais j'en viens même à penser que c'est peut-être la raison pour laquelle Trump s'est présenté comme président. C'est qu'il voulait dézinguer euh, Epstein et peut-être Bill Clinton et toute ces gens qui sont dans certaines sphères du pouvoir et qui sont apparemment qui ont un appétit sexuel démesuré. Et il faut savoir qu'il y a eu récemment la compagne de Trump, la First Lady, euh, qui est d'origine euh, balkane, hein, je ne sais pas exactement, croate ou quelque chose comme ça. Tiens, j'ai plus son nom sur la. Qui est une ex-top modèle. Euh, Elle a porté une robe que beaucoup ont qualifiée de hideuse, etc. Alors Trump aurait fait des graffitis dessus. Il faut savoir que cette robe était une robe qui a été faite par un chef de mode anglais, je crois, et donc quelqu'un qui est un artiste, mais il a laissé, lui, faire ses étudiants, et tous les étudiants qui ont composé la décoration de cette robe sont des anciennes victimes de pédophilie. Et le message, même s'il est sous-jacent, il est très clair. Trump a décidé de s'attaquer à la pédophilie. Et donc, c'est pour ça que j'en viens à penser que peut-être, probablement, c'est pas impossible de penser que Jeffrey Epstein se soit, ou du moins est tenté de se rapprocher trop près de la fille de Trump, qui est belle comme le jour, il faut reconnaître. Et donc, voilà où on en est. C'est-à-dire que Trump a décidé de dézinguer euh, ces types-là. Et c'est grâce à lui qu'on a eu l'affaire Epstein. On est allé le chercher en France d'ailleurs, sur l'aéroport du Bourget, et que ça éclate actuellement, et que vous avez Bill Clinton qui est dans le beau drap, par exemple. Et depuis le début, les démocrates et Nancy Pelosi, etc., veulent dézinguer eux-mêmes à leur tour Trump. Il a essuyé toutes les difficultés. Il n'y a pas eu une seule seconde de répit depuis qu'il est à son mandat. Et bien sûr, Trump est un gros lourdingue, voilà, vraiment à l'image du Texan américain, quoi. Voilà, bon, qu'il est new-yorkais, mais enfin bon, on voit bien le gros lourdingue, etc. Mais il est père de famille. Et si ça s'avère vrai, si ça s'avérait vrai, ce que je suis en train de raconter à propos de la fille de Trump et d'Epstein, etc., eh bien, je pense que Trump est déterminé, mais vraiment à mort. Moi, qui suis père d'une fille, si j'apprenais que ma fille, qui a 14 ans maintenant, se faisait approcher par des... je crois que aussi, je verrais pas ça d'un bon oeil, vous voyez. Tout à fait compréhensible, c'est tout à fait humain. Et donc, voilà pourquoi il y a peut-être vraiment une guerre profonde aux États-Unis actuellement entre le camp démocrate et le camp républicain. Et le camp démocrate fait tout en son possible pour discréditer Trump. Là, il a fait un discours, il était à Tula, et quelques jours après, ils ont été allés dire qu'à Tula, ça doit être, on peut supposer, je ne sais pas vérifier, mais une ville tenue par un démocrate. Et alors, ils ont testé des cas, ils ont été dire que c'était à cause du discours de Trump qu'il y avait des gens qui étaient infectés. Enfin, tout ça, ça tient pas debout. Ça fait des semaines et des semaines qu'il y a des mouvements de Black Lives Matter, surtout les gens qui sont dans la rue, qui manifestent, à juste titre hein, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a un problème de ségrégation, enfin, post-ségrégation, puisque officiellement il n'y a plus de ségrégation aux États-Unis, mais il y a malheureusement une différence de traitement entre les Noirs et les Blancs, même si bien sûr il y a quelques personnes de couleur qui réussissent, mais ça ne reflète pas la réalité aux États-Unis. Il y a une très 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 grande disparité entre la communauté noire et la communauté, celle qu'on appelait les WASP dans le temps, White Anglo-Saxon Protestant. Mais bon, bien sûr, ça va aller en s'améliorant, mais on peut comprendre
la rage, enfin la rage, disons le, le mécontentement de ces gens-là. Et, bon, mais par contre, les manifestations en pleine période de Covid, voilà, pas de respect de distanciation, pas de respect de quoi que ce soit. Et là, il n'y a personne n'a été dire quoi que ce soit. Au contraire, bon, c'est bien. Et là, il n'y a personne qui a été mis en danger, enfin, selon les médias officiels. Enfin, vous voyez, c'est quand même toujours des. Ce qui est déplaisant dans toute cette histoire, c'est les deux poids, deux mesures. Et puis alors ici, en Allemagne, par exemple, on fait les gorges chaudes sur Trump. C'est le pire des salauds, c'est le pire des salopards, etc. Il nous laisse tomber avec l'OTAN. Bah oui, il n'a pas de raison de financer un truc qui, voilà, on est dépendant de la défense américaine pour se défendre en Europe. Et en plus de ça, on a un type aux frontières de l'Europe qui est membre de l'OTAN, Erdogan, qui est en train d'attaquer en Syrie des intérêts qui sont notamment défendus par les Français, en Libye. Et puis en Syrie, il a joué un double jeu. Ils ont financé Daesh, il organise le trafic des migrants pour exercer une pression sur l'Europe pour avoir des sous. Erdogan est un pourri, mais jusqu'à la moelle. Il est là que pour son clan et pour sa propre, son propre enrichissement personnel. Et voilà, c'est de la corruption, mais au plus haut niveau. Et ce type-là, avec qui, en fait, trahit, j'ai un mot allemand qui ressort, et en fait trahit tous les principes de base de la, d'un traité soi-disant d'alliance atlantique. Enfin voilà, ça c'est gros comme un camion, mais on n'a rien le droit de dire officiellement contre Erdogan. Bon, et par contre, cracher sur Trump, il n'y a pas de souci. Euh, voilà. Même si moi, personnellement, je ne serais pas son pote, vous voyez. Euh, je le trouve un peu grossier, je le trouve un peu. Mais bon, il faut quand même dire qu'au point de vue politique, il a un agenda. Et par rapport à cette question, par exemple, de la pédophilie, ça a l'air très clair. Et c'est très très bien qu'il fasse le boulot par rapport à ça. Enfin, voilà, c'est quand même l'affaire Epstein, c'est un truc. Mais ici, on en a très peu parlé. Il y a eu tout de suite d'autres effets médiatiques qui ont fait passer la vague de l'affaire Epstein. Mais aux États-Unis, je peux vous garantir qu'on en a parlé pendant des semaines. Et c'était le scandale du siècle. Hein. Enfin bref, voilà. Faut regarder un peu les journaux à l'extérieur. Les médias à l'extérieur. Il n'y a pas que la France, il n'y a pas que notre petite. Voilà. Par contre, ben justement, petite revue détente, je vais vous parler du nouveau remaniement ministériel à l'issue de ces élections municipales avec le, le désistement du Premier ministre qui avait dit ben voilà, si je suis élu maire, ben voilà, je me retire. En fait, voilà, ça s'est été prévu depuis longtemps parce qu'Édouard Philippe en avait tout simplement ras-le-bol. Premièrement, de servir de fusible pour Macron. Mais bon, ça, c'est le truc, le problème, le fait de la fonction de Premier ministre dans la Ve République. Mais non seulement ça, mais il y avait un désaccord profond entre Macron et Édouard Philippe au sujet de la réforme des retraites. Édouard Philippe était pour une réforme des retraites paramétrique, c'est-à-dire en gros pour lui c'est simple, vous avez de plus en plus de retraités, de moins en moins de personnes actives, donc de moins en moins de personnes qui puissent mettre de l'argent dans la caisse, et il fallait réévaluer les paramètres pour que on puisse équilibrer le budget dans plusieurs années. Et ce que proposait Édouard Philippe, ça ne plaît pas aux Français, je sais très bien, mais c'était de repousser l'âge d'entrée dans la retraite de 65 à 67 ans. Ça, Macron, pour des raisons électorales et pour des raisons personnelles, il ne voulait pas en entendre parler. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce maquillage avec cette espèce de d'âge pivot. Enfin, on a utilisé tous les vocabulaires possibles, les euphémismes possibles et imaginables pour maquiller un âge officiel d'entrée à la retraite ou un report de l'âge officiel d'entrée à la retraite. Et surtout, Macron, lui, était pour une réforme systémique. C'est-à-dire, on abandonne le système de contribution généralisée de système de retraite par répartition
et on passe à un système privatif, c'est-à-dire par capitalisation. Et derrière ça, il y a BlackRock, hein, qui est l'ensemble de fonds de pension le plus important au monde. Ils ont 6 000 milliards de dollars d'actifs. Ils ont des intérêts dans la plupart des entreprises du CAC 40 et de Wall Street. C'est tout simplement inimaginable les intérêts qu'ils ont de partout. Monsieur Larry Fink est un, un type qui a une influence quasiment au niveau mondial. Et notamment, pas chez Macron, il avait porte ouverte et on a même mis le palais de l'Élysée à disposition pour monsieur Larry Fink pour recevoir les ministres de tutelle et pour dire vous allez faire la réforme comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas moi qui le dis, regardez des journaux indépendants, le média, Mediapart, regardez et puis d'autres, et vous comprendrez l'enjeu qu'il y a derrière. C'est-à-dire que BlackRock voulait se faire, tout simplement, se farcir la retraite des Français. Tout simple. Bon. Euh, alors, j'ai la liste du nouveau gouvernement. Donc, Philippe, depuis cet hiver, de toute façon, il a envisagé de quitter suite à ce désaccord profond, justement, parce que ça, c'est en fait, si vous voulez, c'est une trahison, hein, carrément. Hein. On ne peut pas dire les choses autrement. Des intérêts français. Et Philippe était en désaccord, mais vraiment profond. Et puis en plus, il a été obligé de courir après Sibeth Ndiaye pour rattraper ses. Et puis il y avait Macron qui annonçait les, euh, le déconfinement, par exemple, et puis Philippe était ou pareil d'aller au rattrapage derrière. Ça en devenait un numéro de comique. Un duo, c'était pas mal. Bon, alors vous avez maintenant la liste officielle du nouveau gouvernement. Je ne vais pas tous les faire les uns après les autres parce que bon, c'est pas toujours intéressant. Donc on conserve Jean-Yves Le Drian aux affaires étrangères et ministre de l'Europe. Alors là, on a rajouté l'Europe dans les affaires étrangères. C'est quand même dingue. Hein. Il y a des ambassades d'Europe, par exemple. Là, le Venezuela qui a renvoyé l'ambassadeur d'Europe. Ils ont très bien fait. Parce que l'Europe défend quels intérêts? Vous avez vu dans la crise du Covid les intérêts qu'a défendu l'Europe? Vous avez vu ce qui s'est passé avec les masques? On est allé les choper, ceux qui étaient destinés à l'Italie, etc. Et puis les autres, les Allemands ont chopé. Enfin, incroyable, incroyable. L'Europe, elle a été nulle, là. Alors nulle, zéro. Là, hein. Et les Italiens ont été obligés de s'en remettre à recourir aux Cubains, aux Chinois, pour gérer la crise, et aux Russes, je crois. Alors, vous voyez un petit peu où on en est, quoi. Hein. C'est fou, hein, l'Europe. Alors, bravo, hein, la crise du Covid, l'Europe a été formidable. Bref, alors, Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Bon, bah, je vous passe le détail. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait de. Hein, quel est le bilan de Jean-Yves Le Drian? Je pose la question. Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Alors, bien sûr, on a tâté un petit peu en vert de ce nouveau ministère. Et c'était de Rugy, là. Bon, le monsieur Omar, avant, puis entre deux, qui a été ministre de la Transition écologique. Tiens, voilà, c'est un ministre de transition, apparemment. Jean-Michel Blanquer reste ministre de l'Éducation nationale. Donc on fait un petit peu de vert, saupoudrage vert, greenwashing. Bruno Le Maire reste ministre de l'économie. Florence Parly, ministre des armées. Gérald Darmanin passe à l'intérieur. Donc bien sûr, on était obligé de se débarrasser de Castaner. Et voilà le roudoudou Darmanin qui se pointe à l'intérieur. Je vais en dire plus loin quelque chose sur Darmanin parce que c'est quelque chose. C'est quand même le monsieur de la peste rouge-brune à propos des gilets jaunes. Donc c'est déjà pas mal. Ça part déjà pas mal fort parce que si c'est comme ça qu'ils traitent les Français. Elisabeth Borne, ministre du Travail. Alors elle était voilà, au transport, elle est au travail maintenant. Elle a remplacé Pénicaud. Pareil, Pénicaud, on ne pouvait plus, objectivement parlant, garder un, un,
une telle choucroute. Sébastien Lecornu, voilà, ministre des Outre-mer. Ouais, je sais pas, Lecornu, si vous avez mettez un visage sur ce nom. Jacqueline Gouraud, alors pareil, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Ça sonne bien, hein, mais on se demande ce que ça va être comme fonction. Alors surtout, Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et la raison pour laquelle Éric Dupond-Moretti a été pris par Macron, c'est un truc. Bon, d'abord, moi, bon, le fait que ce soit un avocat, et puis un avocat de renom d'ailleurs, qui devienne ministre de la Justice, c'est pas, moi, ça me surprend pas trop, parce que on a eu Badinter, par exemple. C'était pas le plus nul, hein. Donc, Dupond-Moretti comme garde des Sceaux, pourquoi pas. Mais il faut quand même savoir que Dupond-Moretti a été très 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 cassant à l'égard des juges. Et là, la magistrature, elle n'accueille pas trop positivement la nomination de Moretti comme juge, comme garde des Sceaux. Après, il faut voir comment il va, dans les faits, traiter la question. Mais surtout, parce que la raison pour laquelle Macron l'a pris, je pense, c'est parce que Moretti a défendu Patrick Balkany. Et comme Mediapart avait sorti des trucs sur Patrick Balkany, il a attaqué Mediapart. Il les a traités un peu de staliniens et il voudrait les faire sauter. Et ça, c'est du pain béni pour Macron. Hein, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd quand il a entendu Moretti ferait sauter Mediapart. Vous comprenez, si Mediapart sort des affaires sur De Rugy, sur les proches à Macron, sur les potes à Macron, sur Alexis Collère actuellement. Voilà, Macron voudrait bien. Et, avant, ils ont sorti sur Benalla, et puis il y a sur Sarkozy aussi, parce qu'il y a Sarkozy qui est derrière tout ça. Donc, voilà, les Balkany, les Sarkozy. Vous comprenez, là, vous commencez à comprendre ce qu'est la Macronie, en fait. Hein. C'est une prolongation du sarkozysme. Sarkozy qui est derrière en épouvantail, alors qu'il a des casseroles au cul. Mais quand Macron quittera son poste de président, je peux vous garantir, c'est plus une casserole, ça va être une batterie tout entière de cuisine qui va se coller au derrière. Donc, Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ça risque d'être picotant. Alors, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. C'est magnifique. C'est magnifique. L'ancienne ministre de la Santé, et puis elle a eu un autre poste, je crois, hein, de ministre, avant d'être ministre de la Santé, qui maintenant s'occupe de la culture. Après avoir traîné ses basques sur les plateaux de télévision. Et avoir répété au moins une bonne dizaine de fois qu'elle ne ferait plus jamais de la politique. Garantie, croix de bois, croix de fer, si je prends, je vais en enfer. Bienvenue, Roselyne. Roselyne. Magnifique cette femme. Non, mais elle est sympathique, au demeurant. Elle est très sympathique. Moi, je veux dire, je passerais bien une soirée à boire un pot avec elle, quoi. Je veux dire, à faire voilà. Mais, mais, quand même, Rosine Bachelot, ministre de la Culture. Voilà, je veux dire, il y a des opportunistes qui sont partis. C'était le cas de Castaner, et ça a été le cas de. Qui c'est qu'on a viré d'Edouard Philippe, tiens, voilà, c'est un opportuniste, hein, Edouard Philippe. Avant l'élection de Macron, il critiquait Macron comme pas deux. Puis Bruno Le Maire et Darmanin, non, pareil. C'est des opportunistes, ces gens-là. Et Rosine Bachelot, je vois l'opportunisme, mais voilà. Avec tout le respect que je lui dois à sa personne. Olivier Véran, reste ministre de la Santé. Et des solidarités et de la Santé. Olivier Véran, vous voyez Olivier Véran solidaire, vous? De qui? Des médecins? Du personnel soignant, peut-être? Eh faites-vous commencer à faire des provisions de masques, hein? Annick Girardin. Voilà. Annick Girardin, ministre de la mer. Hein. Bon, Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, Recherche et Innovation. Il y avait avant, je sais plus. Ouais.
Bon, ça va pas chercher. Alors, Julien de Normandie, c'est magnifique, j'aime ce nom, parce que de Normandie, ça fait un peu noblesse, et puis ça fait un peu de terroir. Alors, on a mis ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, s'il vous plaît, parce que l'agriculture, ça suffisait pas à soi-même, il fallait qu'il s'occupe de l'alimentation en plus. Alors, lui, par contre, c'est un des Mormons de l'équipe de premier plan qui était qui entourait Macron au ministère des Finances quand il était en train de préparer sa campagne. Parce qu'il a préparé sa campagne, Emmanuel Macron, sur les frais de la princesse. Ça, il faut savoir. Il avait tout un étage au ministère des Finances à Bercy et il faisait des réceptions pour accueillir ses soutiens électoraux. Hein. Et alors, officiellement, il donnait jusqu'à 7 500 euros. Bon, voilà, officiellement. Hein. Par tête de pays. Parce qu'on ne peut pas donner plus en France. Mais officiellement, vous voyez ce que je veux dire. Ceci dit, toute cette campagne, il l'a fait aux frais de la princesse. Hein. Amélie de Montchalin, il était censé travailler comme ministre des Finances quand même. Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Alors voilà un truc qui sert à rien. Voilà. Bon bah Amélie, c'est l'homélie pour Amélie. Alors il y a aussi les ministres délégués. Ça c'est. Alors on a Marc Fesneau, ministre auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement et la participation citoyenne. Bah ils vont en avoir besoin. Tiens. Ah oui, puis le Premier ministre c'est Jean Castex. Casse-tête. Enfin, ouais. Ça va être un casse-tête pour lui, je peux vous le dire. Je vais vous expliquer pourquoi. Elisabeth Moreno, ministre auprès du Premier ministre. Ah oui aussi, elle est auprès du Premier ministre, dis donc. Chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Bon, voilà, on a mis une femme pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et la diversité et l'égalité des chances. Bah, magnifique, c'est des bons titres ronflants, des beaux euphémismes qui veulent pas dire grand-chose, et surtout, bon, voilà. Franck Riester, alors, un autre Mormon, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, auprès de Jean-Yves Le Drian, il est descendu d'une case, quand même, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Il va être très attractif, oui, c'est bien. Emmanuel Vargon, ministre auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé du logement. Bon, bah ça mange pas de pain. Le logement, ça peut être une question importante quand même, surtout dans la transition écologique. Jean-Baptiste Djebari, alors c'est un de droite, lui, du républicain, mais il y en a d'autres qui sont républicains, je ne les ai pas tous notés. Ministre auprès de la ministre de la Transition écologique, ah oui, donc c'est Madame Pompili, qui est une ELV, chargée des transports. Alors, ELV, en fait, en gros, si vous voulez, c'est le greenwashing. Quoi. Hein. C'est des ministres qui s'occupent qui sont verts, comme ça. La transition écologique, vous allez voir la gueule qu'elle va prendre. C'est en restant dans l'Union européenne et en préconisant la croissance économique. Donc vous allez voir le bon de la transition écologique. On va faire une transition écologique à l'allemande, c'est-à-dire on va on a commencé avec Fessenheim, on va démonter les centrales nucléaires, arrêter les réacteurs. Des gens qui disent ouais, voilà, on a encore 56 réacteurs à arrêter. Et qu'est-ce qu'on va faire comme transition écologique? On va mettre du charbon. Ouais, donc, par exemple, il faut savoir qu'une usine à charbon dégage plus d'éléments radioactifs qu'une centrale nucléaire. Et puis surtout, c'est très bon pour le CO2 et pour les poumons. Enfin voilà, ce que je pense de la transition écologique. C'est du grand n'importe quoi. Olivier Dussault, ministre auprès de l'économie, ministre de l'économie, chargé des comptes publics. Bon, bah ça mange pas de pain. Agnès Pannier-Runacher, ministre auprès du ministre de l'économie, chargé de l'industrie. Bon, d'accord. Alain Griset, ministre auprès de l'économie, chargé des petites et moyennes entreprises. Roxana Maracineanu, c'est une ancienne gymnaste, ministre auprès du ministre de l'Éducation nationale, chargé des sports. Okay. Geneviève Dariussec, ministre auprès de la ministre des Armées, chargé de la mémoire et des anciens combattants. Ah, bah il faut qu'ils aient de la mémoire, les anciens combattants. Marlène Schiappa, ah voilà, c'est la petite protégée de Brigitte Macron, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, et cette fois-ci elle est chargée de la citoyenneté, Marlène. Bah, j'espère qu'elle va s'occuper de la citoyenneté aussi bien qu'elle s'est occupée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça promet. Brigitte Klinkert, ministre auprès de la ministre du Travail, chargée de l'insertion. Oui, bon. Bon, bah l'insertion, on va voir. Nadia Haï, ah ouais, c'est une des LRM députés
au nord, auprès de la ministre de la cohésion des territoires chargée de la ville. Alors elle a un problème, c'est parce que son successeur, il s'est fait choper, qu'il devait récupérer son mandat de député, parce qu'il s'est fait choper pour trafic de drogue. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle trompe là-dedans, hein, faut non plus faut savoir dissocier les choses. Mais bon, Brigitte Bourguignon. Alors, ben, Brigitte Bourguignon, ministre auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'autonomie. Alors, la pauvre Brigitte, ben, elle s'est fait nommer là, c'est tout simplement parce qu'elle dirigeait la commission d'enquête parlementaire sur la crise du Covid. Comment museler quelqu'un, hein? Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Voilà. Bon, ben, si vous voulez, ben, il y a un glissement à droite chez Macron. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que Macron mise sur l'électorat des Républicains. Et s'il veut être élu, parce que lui, il pense qu'à ça, hein, c'est même plus en se brossant les dents, c'est tout le temps. Et s'il veut être élu, il faut qu'il s'assoie sur les baronnies. Parce que ça, c'est une grande tradition française. Il y a les baronnies, par exemple, il y a la ville de Bordeaux, la ville de Lyon, par exemple, c'est des grandes villes, la ville de Marseille, etc. Lille, etc. C'est des grands centres et qui sont tenus par des appareils politiques. Et si vous n'avez pas le soutien de ces appareils politiques, vous ne pouvez pas asseoir votre électorat. Or, Macron a le problème que lui, il est issu directement de l'énarchie, hein, et est passé par la banque Rothschild, ça on sait, et le ministère des Finances, et il n'a jamais connu d'élection. Il n'est pas passé par l'appareil politique. Et en fait, ce qu'il tente de faire, c'est de se servir de l'appareil des Républicains, parce que de toute façon, chez les Républicains, actuellement, je ne sais pas, mais il y a deux tendances, si vous voulez, il y a toujours eu deux tendances. À droite, c'est-à-dire la tendance jupéiste, qui serait plutôt Macron compatible, européiste, etc.